Donc bonjour à toutes et à tous. Je vous tenais avant tout à remercier l'association MMT de nous avoir confié, de nous avoir sollicité pour cette journée que je pense elle est importante au sein de nous tous en tant que personne, mais en tant que maman et en tant que personne de la diaspora. Moi, par rapport au débat qui est sur le rôle éducatif de la mère, entre tradition, religion et modernité, je pense que personnellement, pour être, je pense, l'exemple aussi, on peut associer ces trois thèmes. On peut associer ces trois thèmes parce que je pense que l'éducation, en fait, elle existe sur plusieurs façons. Il n'y a pas seulement l'éducation de l'école, mais il y a aussi l'éducation de la vie. La vie, en fait, c'est une éducation. Et tous les jours, nous apprenons des choses. Pour avoir été élevée par une mère qui ne sait ni lire ni écrire, mais qui connaissait l'importance de l'éducation, elle a joué son rôle de mère. Et donc je pense qu'en tant que femme et en tant que mère, nous avons un rôle important dans nos foyers. Nous avons un rôle important dans la société et nous avons un rôle important dans le monde entier. Parce que grâce à la femme, l'équilibre de l'enfant, l'équilibre de l'homme, l'équilibre de la femme, elle est là. Dans une maison, s'il n'y a pas une femme, eh bien, c'est le désordre total. Donc je ne peux que féliciter la femme et de son rôle qu'elle joue au quotidien. Effectivement, le rôle éducatif. Qu'est-ce que l'éducation? Qu'est-ce que l'éducation? Pour moi, l'éducation, elle est au-delà de tout ce qu'on apprenons à l'école. Parce que j'ai été élevée par une grand-mère. Moi, par exemple, je fais partie de la deuxième génération. Je suis arrivée des Comores, j'avais 11 ans. Mais avant mes 11 ans, comme vous le savez toutes, hein, les mamans et les grandes sœurs qui êtes là, à l'âge de 3 ans, on est déjà dans les champs avec la grand-mère ou avec la maman. Et donc avec sa grand-mère, nous apprenons des choses. Nous apprenons à cultiver, nous apprenons à faire à manger. À l'âge de 6 ans au Comores, on est déjà une petite dame. Parce que nous avons appris pas mal de choses. Et donc arrivée ici en France, quand j'ai rejoint ma mère, elle avait déjà, à 11 ans, une jeune fille qui savait tout faire. Donc elle n'avait rien à faire parce que sa mère et ses sœurs avaient déjà joué le rôle le plus important, celle de faire de moi une jeune fille, une jeune femme qui avait déjà des bases solides. Et c'est ce que je demande aujourd'hui. Aujourd'hui, dans nos foyers, il faut créer des bases solides. Il faut créer l'équilibre de l'enfant. L'enfant a besoin d'être assuré, a besoin d'être aidé. Je ne nie pas que les réseaux sociaux et le Facebook, mais je pense que il y a besoin que avant que tous ces facteurs qui envahissent l'enfant et qui fait qu'aujourd'hui l'enfant est perdu, je pense que si nous jouons le rôle principal, aujourd'hui certains parents n'osent pas dire non à leurs enfants. Il faut leur dire non. Un enfant c'est le non, le oui c'est après, mais le non c'est maintenant quand ils sont jeunes. Maman, est-ce que je peux sortir? Est-ce que je peux? Non, on a appris à dire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dire oui, mais je veux dire ne pas avoir peur de dire non à son enfant parce que c'est l'aimer aussi. C'est aussi l'aider à avoir d'autres bases beaucoup plus solides. Et après le rôle de la religion, mais bien sûr, aujourd'hui, comme l'a dit monsieur le député, on veut nous faire peur sur la religion. Moi je suis fière d'être française d'origine comorienne avec toutes les entités que je présente, avec ma religion, avec ma personnalité, avec ma double identité. L'identité comorienne et française font de moi, c'est une richesse, c'est pas un handicap contrairement à ce qu'on veut penser. C'est une vraie richesse. Et si on arrive à associer ces deux richesses, ces deux identités, on ne peut qu'aller de l'avant. Et je pense qu'on a aussi ce rôle à jouer. Certes, aujourd'hui c'est la journée de la femme, mais je pense que les hommes aussi ont un rôle à jouer. Comme dit l'adage, derrière un homme, il y a une grande femme et derrière une femme, il y a un grand homme aussi. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, c'est pour ça que il faut pas dissocier l'éducation. Le papa a son rôle à jouer et la maman a son rôle à jouer. Et une fois que l'enfant rentre à la maison et qu'il trouve l'enfant avec des parents heureux, qui se parlent, parce que des fois, il y a des parents qui ne se parlent même pas. Comment vous voulez que l'enfant soit équilibré
S'il rentre à la maison et que le père est de l'autre côté parce qu'il est envahi des problèmes, c'est clair que nous, en tant que Comoriens, certes, fiers, je le suis, mais il faut aussi savoir que nous sommes une société parfois qui est en difficulté parce que il y a cette solidarité qui existe et c'est ce qu'il faut qu'on enseigne à nos enfants. Il ne faut pas qu'on perde cette solidarité. Moi, j'ai appris à ce que, quand je suis arrivée à Marseille, chez moi, on appelait la maison pour tous. Parce que partout, on a hébergé des dizaines et des dizaines de personnes que parfois on ne connaissait pas. Mais c'est cette solidarité qui a créé que les traditions existent, la culture existe. Aujourd'hui, je pense, moi-même, hein, après avoir vu ma mère héberger 50 000 personnes, je ne sais même pas si je pourrais héberger, je rigole, mais je pense qu'on a un peu perdu ça. Et donc, je veux dire que le rôle éducatif, il est dans tous les sens. Il est dans le sens social, dans le sens culturel et le sens humain. Et donc, je ne veux pas trop rester sur ce thème, mais modernité, religion, éducation, ils peuvent s'associer et ce qui fait la richesse de chacun de nous aujourd'hui. Je vous remercie. Merci à l'association MMT de m'avoir invité ici. Et voilà, donc je vous remercie et je vous félicite pour votre travail pour cette journée. Cela me fait plaisir d'être dans un événement comorien parce que c'est assez rare et ça me permet de revoir des visages connus, perdus de vue, aimés. Mais ça me permet aussi de me mettre face à moi-même. J'ai très peu d'expérience concernant la maternité, mon expérience est encore très très limitée, donc je partirai plutôt de mon parcours à moi en tant qu'enfant. Pourquoi de mon parcours à moi? Parce que j'ai grandi à l'étranger, j'ai passé mon enfance à l'étranger, en Afrique, et je revenais aux Comores de façon très périodique. Et à l'étranger, je me souviens que dans ma famille, nous parlions énormément comorien. Nous parlions comorien à la maison. Donc pour moi, le comorien, la langue, la culture, c'était un peu comme des bagages que j'emportais partout avec moi. Et que je ne montrais pas forcément à l'extérieur. Parce que c'était un peu mon jardin secret. Je l'ai vécu comme ça. Et mon éducation religieuse aussi a été faite comme ça. Mon premier fondi était zaïrois, à l'époque où le Congo-Kinshasa s'appelait le Zaïre. Mon deuxième fondi était tchadien. Donc l'islam, je l'ai appris sous différents éclairages. Et je l'ai appris comme quelque chose de très intime, parce que c'était des professeurs particuliers. Donc je l'ai vraiment appris de façon très intime. Et quand nous sommes rentrés aux Comores, parce que mes parents voulaient aussi vivre au sein de la société dans laquelle ils avaient grandi, je me suis aperçue au bout de quelques années qu'en fait c'était leur monde. Et moi j'étais l'étrangère en fait. Je me suis toujours sentie un peu étrangère. C'est une relation assez spéciale parce que je découvrais ce pays qui était censé être le mien, avec des normes, avec des codes qui ont à la fois leurs avantages et leurs lourdeurs, parce qu'il y a aussi des lourdeurs. Donc j'ai découvert toutes ces choses-là, et en même temps, je les découvrais comme quelqu'un qui était de l'extérieur, vraiment. Et moi, ce que j'ai appris, ce que je pourrais dire que j'ai appris du rôle, moi les termes rôle et obligation, ça m'a toujours un peu piqué, ça me gêne toujours un petit peu, parce que je pense que déjà, si on parle de rôle, il faut que les deux entités qui constituent l'humanité soient réunies. Il n'y a pas le rôle de la femme d'un côté et le rôle de l'homme de l'autre. Pour être franche, je suis très très nulle en cuisine par exemple, alors qu'on va avoir naturellement tendance à dire que le rôle de la mère c'est de nourrir ses enfants, etc. Je ne vais avoir aucun mal à nourrir un enfant, mais je pense qu'il y a des hommes, j'en ai rencontré énormément, comoriens ou pas, qui sont plutôt très doués et qui peuvent... je pense qu'il y a... Enfin, c'est un peu un son de cloche différent, mais je pense qu'il y a des hommes qui font de très bonnes mères, entre guillemets. Je pense qu'il n'y a pas enfin, je pense que notre problème, c'est qu'on a peur, parce qu'on a un système qu'on avait établi, parce qu'on est une population métissée, parce qu'on est issu de plusieurs brassages. Et moi, ça me surprend toujours de voir des parents s'opposer au mariage de leur enfant avec une personne étrangère. J'ai toujours été surprise parce que je me dis, mais pourquoi s'offusquer de ça alors qu'on est un mélange? Alors que ça se voit dans nos familles. On a des personnes qui sont très claires de peau, des personnes plus foncées. J'ai des sœurs qui sont beaucoup plus claires que moi, on ne dirait pas que ce sont mes sœurs.
et l'inverse aussi est possible. Et donc je me suis toujours posé cette question-là. Et je pense qu'en fait on a peur, parce que comme on est issu de plusieurs mélanges, comme on est issu de... Ça marche plus ? Ça marche. C'est bon ? Donc je pense que comme on est issu d'un mélange assez fort, comme toutes les populations qui sont issues de ce genre de mélange, on a peur de se perdre un peu. On a besoin de se dire qui suis-je, et on a besoin de se trouver un ancrage. Alors on a réussi à faire cet ancrage-là, on a réussi à construire des traditions à partir des apports arabes, africains, même si on a du mal à l'admettre, européens aussi. On a un héritage chrétien très très fort, toute la question autour de l'infériorité de la femme, etc. Pour moi, c'est pas musulman, c'est vraiment un héritage extérieur qu'on a pris aussi. L'héritage musulman aussi, on l'a pas eu forcément dans la douceur. L'islam ne s'est pas forcément installé dans la douceur, même si c'est ce que nous pensons le plus. Mais il y a beaucoup de mythes autour de cela. Donc je pense que quand on parle de tradition, de modernité, de religion, je pense qu'il ne faut pas qu'on ait peur de questionner ces choses-là. Je pense que si... j'ai toujours été convaincue de cela, et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours encouragée à avoir un esprit critique. Et j'ai eu un père qui avait quand même un rôle religieux, social, politique, assez ancré dans son pays, mais il m'a toujours fait comprendre que le monde dans lequel il vivait, c'était son monde en fait. Il m'a toujours dit, écoute, on va souvent avoir des désaccords parce que moi j'ai mon territoire à défendre et toi tu as le tien. Moi j'ai ma pensée à moi, mais toi aussi tu as la tienne. Donc il va falloir qu'à un moment donné tu oses. Je ne supporte pas les gens qui ne me confrontent pas, et il va falloir à un moment que tu m'affrontes en fait. Que tu oses critiquer ma pensée. Et je pense que c'est ça qu'on a besoin de faire, et qu'on a très peur, c'est normal, c'est tout à fait normal, mais je pense qu'on a vraiment besoin de dépasser cette peur-là. C'est une peur qu'on a aussi envers la mondialisation, le multiculturalisme, etc. Je pense pas que le fait de vivre en France soit une menace pour nos enfants. Et je ne pense pas que le fait qu'un enfant ne parle pas comorien comme on dit, comme un blédard, parce qu'il est né en France, je ne pense pas que ce soit un handicap. Parce que de toute manière, à un moment donné, il aura besoin de revenir à ses racines, et il trouvera les moyens d'y revenir. Il trouvera forcément les moyens d'y revenir. Et voilà, donc moi c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il faut, s'il y a un rôle, si rôle il y a, c'est celui de faire confiance en fait. De faire confiance, d'avoir confiance en l'avenir, et de ne pas être dans la méfiance, dans le repli, dans la peur, de ne pas avoir peur de se perdre, parce que de toute façon nous sommes les mieux placés pour ne pas avoir peur, puisque nous sommes issus du mélange et du voyage. Donc je pense que nous sommes en voyage ici, nous sommes ancrés ici, tout comme nous avons été en voyage depuis Oman, depuis Mascate, depuis le Mozambique, et que nous sommes ancrés aux Comores. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on ait peur de cela, et il faut qu'on retrouve en fait cet élan voyageur, que je pense que c'est ça plutôt qu'on a perdu. Merci beaucoup. Donc, je suis Fatia Rajabou, je suis contente d'être là, je remercie un peu à l'association. Effectivement, c'est une journée, moi j'ai trouvé intéressante de pouvoir parler de la femme comorienne. C'est la première fois, ou la deuxième fois où j'interviens dans une association comorienne. Je suis plutôt du genre la femme comorienne qui est un peu, qui vit de manière un peu peut-être décalée par rapport à ce que vous pouvez, ce que vous avez connu, ce que vous vivez. Mais je trouve intéressant, mon parcours m'a beaucoup apporté. Et là, je retrouve tout ce qu'on vient de se dire, que finalement, je me retrouve dedans. Dans la mesure où moi, je suis arrivée en France, j'avais 6 ans, j'avais des parents qui ne savaient ni lire ni écrire, ou du moins qui ne savaient pas trop. Et j'ai été très vite confrontée à l'obligation d'aller à l'école et à une obligation même de réussite. Donc j'avais une mère extrêmement exigeante à ce niveau-là. Et là, effectivement, je suis heureuse pour ça. Elle a été un peu un mentor par rapport à moi, et à la fois, comme pour beaucoup de filles, ça a été aussi un moyen, à la fois c'était intéressant parce qu'elle était extrêmement rigoureuse, j'ai gardé cette rigueur jusqu'à maintenant, et c'est cette rigueur-là, cette exigence d'être soi,
de porter, quand on est une femme comorienne, de montrer qu'on doit réussir en tant que femme comorienne parce qu'on a des devoirs pour la société et aussi par rapport à toute une lignée de la famille. Donc ça, cette tradition-là, je suis complètement pour. Après, les traditions, elles se discutent. Hein. Il y a des parties sur lesquelles je ne suis pas du tout d'accord et j'ose le dire dans les livres que je peux écrire. Mais à la fois, il y a un côté, comme dans toute chose, il y a un côté aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est cette obligation de réussir, cette obligation d'être fier de soi, que l'on soit aux Comores ou que l'on soit en France, de pouvoir porter haut le flambeau de la Comorienne qui est une femme, moi je trouve, hein, assez extraordinaire. Ce sont des femmes qui sont plutôt très actives, même quand elles ne sont pas actives dans le sens moderne où elles ne vont pas travailler, elles ne sont pas salariées dans une entreprise ou ailleurs, mais elles ont cette fierté d'être elles-mêmes. Et puis là, quand je vous vois toutes bien habillées, ici, je trouve ça extraordinaire parce qu'il y a toute une élégance qu'on perd un peu aussi quand on n'a pas forcément dans d'autres sociétés. Donc je trouve que la femme comorienne, à ce niveau-là, il faut garder cette exigence de soi, la nécessité de pouvoir élever les enfants à la fois dans une modernité, parce qu'on n'a pas le choix, on est dans un pays moderne, que ce soit en France ou aux Comores. Les Comores aussi, c'est quand même un pays qui est amené à être libre, enfin, dans une modernité, dans une mondialisation. Donc on ne peut pas se dire, on peut pas en fait opposer modernité et tradition, mais plutôt voir comment, en tant que femme comorienne, on peut à la fois être traditionnelle et être moderne, et quelles sont les valeurs qu'on va pouvoir privilégier pour permettre à l'enfant d'être un enfant comorien, moderne et qui va aussi être fier de ses origines. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident mais ce dilemme-là, c'est un dilemme que l'on peut vivre en tant que Comorien, mais autant que de toutes les autres communautés, les communautés maghrébines et autres, elles sont confrontées au même dilemme. Mais à nous, je pense à chaque mère de famille, de pouvoir trouver le juste milieu entre un enfant qui est confronté là dans une société française avec ses exigences, donc de pouvoir l'aider à répondre à ses exigences pour pouvoir survivre et pouvoir surtout réussir, parce que l'objectif quand on est parent, c'est de permettre à nos enfants de réussir, d'avoir le métier qui leur permettre de pouvoir s'immiscer dans un pays et de gagner sa vie correctement, mais à la fois de ne pas oublier d'où il vient, donc de trouver le juste milieu entre ces deux nécessités, ces deux exigences, et lui permettre d'évoluer de manière fière et de manière noble, et à rentrer de vivre complètement sa comorialité dans une société française, donc à être à la fois franco-comorien comme il est amené à être quand on vit en France. Voilà. Merci aux organisatrices, puisqu'elles sont majoritaires, pour ne pas dire exclusives, dans cette journée. Merci également à vous tous qui êtes là, les mamans, les papas, mais également nos frères et sœurs et nos enfants et neveux. Merci de nous permettre d'échanger, même si c'est en un temps très court, autour de ce thème ô combien fondamental, s'il vous plaît, qui mériterait que l'on y consacre davantage de temps. Il se trouve que nous avons un temps imparti très court, 1h30. Je vais essayer, moi, vaille que vaille, de dire deux petites choses très rapides. La première, c'est d'abord la définition de ce que c'est que l'éducation. Il a été dit ici par ma tante Maman Faisal, à juste titre, qu'il n'existe pas de modèle d'éducation comme il existe une recette de cuisine, et que celui qui prétendrait le contraire serait un menteur qu'il faudrait montrer du doigt, autrement ce serait un prophète, et il n'a qu'à se déclarer pour que les gens le suivent, sauf que pour nous musulmans, après le prophète Mohammed, il n'y en a plus. Donc se targuer d'avoir la meilleure éducation sous prétexte que on a certains de nos enfants qui ont réussi à quelque chose, ce serait, ou c'est quelque chose, j'ai envie de dire, d'inacceptable, et c'est faire preuve de malhonnêteté intellectuelle et de présomption qui ne vont pas à un croyant
que nous pouvons tous être ici. Mais en même temps, si on dit que c'est quelque chose de difficile à cerner, on peut en revanche, je pense, être d'accord sur le fait qu'éduquer, donc l'éducation, a deux objectifs. Le premier objectif, c'est transmettre des valeurs. Celui qui met un enfant au monde a quelque part envie que ce dernier prenne un peu de ce qu'il est. Qu'il s'agisse de la mère ou du père, chacun des deux veut que son enfant lui ressemble un tantinet, ne serait-ce que par le visage. Et il se trouve que de ce point de vue-là, la nature a été très généreuse à l'endroit de nos parents, parce que nous leur sommes liés ad vitam aeternam, et ça va tellement loin que ce que nous trouvons bon, c'est ce que maman et papa nous ont fait manger quand nous étions enfants. Ça c'est la première des choses. Donc éduquer, c'est transmettre un héritage, et puisqu'il nous a été demandé de parler un peu religion, dans le verset 113 du chapitre du Coran, la vache, Al-Baqarah, une question a été posée par le prophète Jacob. Quand Dieu dit « Am kuntum shuhada » avez-vous été témoin, avez-vous été présent « Idh hadara Ya'qub al-mawtu » lorsque la mort est arrivée au prophète Jacob, et ce dernier a dit à ses enfants, quand il a dit à ses enfants, en termes de question, Ma ta'buduna min ba'di, qu'allez-vous adorer après moi? Ils lui ont dit, Na'budu ilahaka, on va adorer ton Seigneur, wa ilaha abaika, et le Seigneur de tes ancêtres. Donc il y a là cette idée de transmettre un héritage. Dans Surat Maryam, au tout début, le chapitre Marie, nous apprenons également que une des requêtes de Yahya, de Zacharia, pardon, vis-à-vis de Dieu, quand on lui annonçait qu'il allait avoir un enfant, eh bien il dit Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub. Cet enfant va hériter de moi, comme il héritera de la famille de Ya'qub dont il était issu. Il n'était pas un enfant direct, ni un arrière-petit-enfant direct, mais plutôt un arrière-enfant, un petit-enfant très lointain. Mais il y a cette idée de demander à ce que eh bien, des valeurs traditionnelles soient transmises à l'enfant que l'on met au monde. Cela, j'ai envie de dire, c'est le desiderata, c'est le souhait de tout parent. Et il ne faut pas confondre ce point avec la notion d'autorité à laquelle, je pense, il nous sera donné la possibilité de faire allusion. L'autre point, c'est que éduquer, c'est aussi chercher à faire en sorte que l'enfant aille plus loin que nous. On dit d'ailleurs en comorien, de manière très belle, je trouve, que mieux vaut mieux voir qu'être bien. Ça a tout son sens. Le but de l'éducation n'est pas de faire en sorte que l'enfant reste comme une pierre, mais au contraire, on se donne, on donne le meilleur de soi-même pour que l'enfant aille au-delà de là où nous avons été. Et donc éduquer, c'est répondre à cette double exigence, mais aussi et surtout, le dernier point, éduquer, c'est faire un individu. C'est contribuer à créer un être à part entière, qui ne sera pas notre clone. Et c'est, je pense, là où la culture comorienne a quelques difficultés, et Madame Toufat Mouhtar vient d'y faire allusion de manière assez courageuse, c'est que nous devons être comme un oiseau. L'oiseau, on sait très bien qu'il passe son temps dans les airs, mais il lui arrive un moment où il lâche l'enfant. Il l'emmène et il le lâche, et prenez-le au propre comme au figuré. Parce que s'il ne coupe pas ce que l'on appelle en d'autres termes le cordon, on reste ad vitam lié à la maman et au papa,
et on fait des assistés. Le but n'est pas que vous fassiez de nous des assistés, mais au contraire, que vous fassiez de nous ce que vos parents ont fait de vous, à savoir des hommes et des femmes entiers, capables de décider pour eux et en même temps capables de s'assumer. Il se trouve que malheureusement, nous sommes dans une culture où l'enfant a rarement, voire jamais, la parole. Il faut que tu taises parce que les grands ont parlé, il faut que tu taises parce que ton oncle a parlé. Ce n'est pas islamique, soit dit en passant. L'islam ne nous apprend pas à ne jamais dire ce que l'on veut. L'islam est une religion qui nous a appris la liberté d'expression à un point tel que Iblis, lorsqu'il a désobéi à l'injonction de se prosterner devant Adam, Dieu lui donne l'autorisation de parler, de se justifier, de s'expliquer. Il se trouve que chez nous, la manière dont la culture, l'islam est compris, c'est que quand quelqu'un de grand a parlé, cela a ses vertus, soit dit en passant. Je ne suis pas en train de chercher à jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais il faut savoir doser les choses, autrement tout risque malheureusement de partir et ce n'est pas notre but. Shaitan va recevoir de Dieu l'autorisation de s'expliquer. Dieu lui demande, il n'est pas dans l'injonction et la dictature pure. Il lui dit, de quel droit t'es-tu permis de ne pas te prosterner devant ce que j'ai créé moi? Et Adam, convaincu de la justice de Dieu et de son équité, part dans le but de convaincre Dieu de la justesse de sa bêtise. C'est quand même très fort comme argument. Lui, il va dire à Dieu qu'il a raison et que Dieu a tort. Ana khayrun minhu. Je suis mieux que lui. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Tu l'as créé à partir de la terre et moi du feu, donc moi je suis meilleur que lui. Donc ce qui veut dire que quand un parent parle à un enfant et qu'il lui dit « Tais-toi, il ne faut pas que tu me répondes », même Dieu qui vous a créé, ô vous, chers parents, il a donné la possibilité à la pire de ses créatures, qui n'est autre que le diable, il lui a donné la possibilité de s'exprimer. Donc, et ça c'est sur le plan éducatif, on en parlera certainement, c'est pas de nature à former des visages, des esprits capables d'être indépendants et d'agir par eux-mêmes. Et il ne faut pas s'étonner qu'une fois dehors, cet enfant soit un suiveur, parce qu'il n'a pas reçu l'éducation de pouvoir décider de lui-même. En islam, nous apprenons à travers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que ses compagnons lui ont apporté, porté la contradiction à plusieurs reprises. On parle du rôle de la femme. Sachez que l'islam, à plusieurs reprises, a failli mourir dans l'œuf, n'eût été l'intervention d'une femme. On a failli ne plus avoir de religion du tout, et ce, dès le début. Le prophète, quand il reçoit le message, il pensait que c'était un djinn qui le possédait. Et il était plutôt beau gosse. Il se posait des questions, et il se disait, il va m'arriver ce qui arrive à des gens malades, on va dire de moi que je suis possédé. C'est d'ailleurs ce que veut dire le terme majnoun. Majnoun, c'est pas fou. Majnoun ay maskoun bil djinn. C'est quelqu'un qui est habité par des djinns. Donc le prophète avait peur d'être habité par des djinns. Et il va voir notre mère Khadija, radiyallahu anha. C'est Khadija qui a l'intelligence, la clairvoyance et l'ouverture d'esprit de se dire, ben tiens, on nous a appris que les anges n'aiment pas voir telle chose. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est dévoilée en disant que si cet être dont tu dis voir l'apparition devant toi se manifeste encore, c'est que c'est bel et bien un djinn. Mais si en revanche, il se cache, il se retire lorsque je me dévoile, c'est que c'est bel et bien un être de lumière, c'est un ange. Et il en a été ainsi. Elle conclut qu'il faut le ramener, encore une fois, la démarche d'une femme. Je vais te ramener chez un de mes oncles, qui s'appelle Warqa ibn Nawfal, qui lui est un chrétien. Peut-être trouveras-tu auprès de lui des explications qui te permettront de discerner le vrai du faux dans cette affaire, parce que je n'y comprends pas grand-chose. Et en effet, le prophète s'est découvert prophète
à cet instant précis. Grâce à qui? Grâce à une femme. Je m'arrêterai sur ce dernier point. Lorsqu'en l'an 6 de l'Hégire, le prophète décide avec ses compagnons qui étaient à l'époque 1400 d'aller faire les rites à la Mecque, d'où il a été chassé 6 ans auparavant, il y a une rébellion se crée à l'intérieur des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui voulaient en découdre avec les Mécois, notamment lorsque la nouvelle de l'assassinat de Othman leur est parvenue. Et le prophète va signer un pacte qu'on appelle le pacte d'Al-Hudaybiyah, auquel tous les compagnons étaient opposés. Et la situation était tellement difficile et grave qu'ils ont voulu, à cet instant-là, lui tourner le dos. Ils lui ont dit, pas question que nous laissions impuni l'assassinat de Othman ibn Affan. Qu'est-ce qui se passe? Le prophète se retrouve tout seul, sans personne. Les compagnons lui ont désobéi, lui ont tourné le dos. Sa femme, le prophète, pardon, se retire dans une de ses tentes parce qu'il leur a demandé de sacrifier la bête et de raser les cheveux comme la tradition le demande. Les compagnons lui disent « Non, nous devons en découdre ». Il est rentré dans une de ses tentes et il trouve, devinez qui? Une de ses épouses, Salama. Celle-ci, en bonne voyante, en bonne personne perspicace, lui dit « Écoute, la meilleure des langues, c'est la langue des actes. Dit-on en arabe. La langue des actes est beaucoup plus éloquente que la langue de la parole. Va, ne leur dis rien, rase les cheveux, assis-toi et tu verras que tout le monde viendra en faire autant. Et il en a été ainsi. Donc l'islam allait mourir ce jour-là exactement si une femme, encore une fois, n'avait pas donné de sa contribution. Je serais très d'accord avec ma sœur, Madame Torfa, lorsqu'elle dit qu'en réalité, parler d'hommes et de femmes, c'est assigner des gens à des cases qui les précèdent. Il y a une très belle phrase d'une grande dame qui s'appelle Simone de Beauvoir, qui a écrit un bouquin qui s'intitule « Le deuxième sexe ». À la deuxième page, il dit, je cite, « On ne naît pas femme, mais on le devient ». C'est la société qui, par les rôles qu'elle assigne aux uns et aux autres, va décider du destin des uns et des autres. Il se trouve que dans le Coran, dans la tradition musulmane, et je m'arrête là-dessus parce que je vois Ayoub me faire signe, en effet il nous reste encore 10 minutes d'échange, dans l'islam, il n'est écrit nulle part qu'il y a un rôle, à part les rôles naturels, hein, moi je ne peux pas porter un enfant, mais à part cela, il n'est écrit nulle part que le rôle de la femme c'est de faire à manger. Ça c'est pas l'islam, ça c'est une question d'arrangement que les deux personnes contractant un mariage, parce qu'un mariage est d'abord une affaire de contrat, se mettent d'accord pour mettre en place. Mais il n'est dit nulle part que la femme, il est de son devoir de faire à manger. Ça, c'est pas vrai. Merci. C'est pas vrai, c'est pas ni faire à manger, ni lever des habits. Mais on se met d'accord et on fait les choses de cette manière. Je vous remercie. A évolué maintenant de la femme au foyer, Monas Dakan. Elle est maintenant allée à l'école, maintenant elle travaille à l'extérieur. Mais à côté, elle a un double travail, c'est de revenir à la maison pour s'occuper de son ménage. Donc la femme moderne a un double rôle à jouer maintenant. C'est qu'elle travaille à l'extérieur et elle est épuisée quand elle revient à la maison. Donc on a un problème de choix. La femme qui travaille, le travail à domicile n'est pas reconnu. Dès que tu demandes à quelqu'un, à une femme, est-ce que tu travailles? Pour eux, ce n'est pas du travail, mais c'est vraiment... voilà, c'est rien parce que ça ne ramène pas de l'argent liquide. Là, je voudrais saisir cette occasion pour rectifier, enfin, ou bien mieux m'expliquer par rapport à tout à l'heure, parce que tout à l'heure j'ai dit que le peu de temps qu'on accorde à la femme pour éduquer, pour transmettre les valeurs à sa progéniture, eh bien, ce peu de temps-là, il est pris par d'autres choses. Seulement, ce peu de temps-là
la femme consacre plus de 90% de son temps, effectivement, pour l'éducation. La mère au foyer, elle travaille à plus de 90%, comme ça a été dit ici, par rapport au ménage, au repassage, à l'entretien de l'enfant, à la cuisine et tout ça. Mais tout ça n'est pas reconnu. Moi, c'est mon problème. Ce travail-là, c'est un travail. Quand on arrive à la retraite, on dit, mais pendant toutes ces années-là, tu as fait quoi? J'ai éduqué mes enfants, mais ce n'est pas du travail, ça. Vous avez quelques points pour la retraite, mais ce n'est pas considéré comme du travail. Et les femmes sont obligées maintenant d'aller travailler pour ramener l'argent pour un équilibre budgétaire, alors qu'avant, elles étaient là pour assurer un équilibre familial, intellectuel et social. Mais là, maintenant, elle est obligée de rester à la maison. Donc, la femme qui reste à la maison, il faut que ce soit un choix, aussi bien pour l'homme que pour la femme. Mais si elle reste à la maison, qu'est-ce qu'elle gagne? C'est ça le problème, il y a un déséquilibre budgétaire. Donc moi, mon combat, c'est qu'on fasse, disons, une réflexion pour la reconnaissance du travail à domicile qui revient exclusivement à la femme comme un travail à part entière, à être reconnu pour être rémunéré au même titre que le travail que tu fais ailleurs. Puisque tu vas éduquer les enfants des autres, on va te rémunérer, on va dire du travail, tu vas rester pour t'occuper des maris, des enfants, de la cuisine, 1000 services à faire, et on va te dire, mais non, mais tu n'as rien fait, c'est moi qui ramène les sous à la maison. Donc là, tu te sens rien finalement, et tu es obligé d'abandonner tes membres pour aller ailleurs et ramasser de l'argent. Donc ça doit, c'est une réflexion qu'on doit mener tous pour pouvoir trouver une solution pour cette reconnaissance. La femme, c'est bien fait et c'est dérive. C'est bien fait et c'est dérive. L'émancipation, je pense que l'émancipation pour toute une femme, à chaque fois je me pose la question, qu'est-ce que l'émancipation? Donc là, le sens que les gens comprennent sur l'émancipation, c'est la personne, c'est la femme aujourd'hui qui est indépendante, qui a réussi et qui peut se dépendre de plein de choses. Aujourd'hui, l'émancipation de la femme, elle a toujours existé, moi je pense, parce que la femme comorienne, elle a réussi à créer un équilibre familial et budgétaire, que ce soit ici ou au Comores, pour permettre à sa famille de vivre dignement. Donc aujourd'hui, on voit que de plus en plus de femmes s'investissent dans la société, que ce soit politique, entrepreneuriat, et donc elles sont de plus en plus dans les sphères sociales. Donc aujourd'hui, l'émancipation, moi, je ne peux que dire que c'est un avantage pour toute femme qui s'est battue justement pour y arriver. Et donc, les dérives, qu'est-ce que les dérives? Les dérives, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est oublier, encore une fois, c'est par exemple de réussir à être cette femme, ne serait-ce par exemple politique, et se laisser envahir par toutes ces choses et oublier qu'avant tout, elle est maman, elle est sœur, elle est femme. Et donc les dérives, c'est d'oublier toutes ces valeurs en fait qu'elle a pu avoir, et d'oublier aussi tout ce que les parents ont pu inculquer. Donc je pense que l'émancipation elle est importante pour toute femme, mais elle peut aussi être une dérive à condition si derrière tout ça on oublie toutes ces valeurs qui font d'elle la femme qu'elle est. Donc moi je voulais juste, avant de finir, parce qu'on n'a que 5 minutes, de dire que la femme comorienne, c'est pas la plus malheureuse, parce que j'ai lu un article qui est sorti en 2013
qui disait que dans la Ligue arabe, parmi les 21 pays de la Ligue arabe, la femme comorienne, c'est elle est première dans le classement parce que elle a tous les avantages. Elle a tous les avantages parce que ça soit social, héritage et je pense que la société comorienne, elle est déjà émancipée parce qu'elle permet à la femme comorienne de se développer. Donc aujourd'hui, dans le monde politique comorien, on trouve des femmes ministres, on trouve des femmes qui sont candidates au gouverneur. Et donc, du coup, je ne peux que remercier la société comorienne et leur dire qu'on a toujours tendance à voir l'herbe verte ailleurs, mais il faut qu'on regarde sur notre sol qu'on n'est pas les mal lotis en tant que femmes. Et je remercie toutes ces personnes qui permettent à ces femmes de pouvoir avancer et d'évoluer. Merci. Je suis bien d'accord avec ce qui vient d'être dit par Amina et aussi bien par notre grande sœur Sania. Mais en même temps, c'est pas parce que la femme n'est plus cantonnée en étant à la maison comme Mwanazida Kani, et elle n'est plus seulement là comme vocation d'être le ménage, qu'il ne faut pas que nous réfléchissions sur l'évolution de cette émancipation. Je pense que c'est important que nous puissions continuer à nous émanciper. Il est important que nos petites sœurs, nos enfants, puissent participer au débat sur le développement du pays, sur le développement villageois. Je sais que c'est des choses qui ont commencé. Je sais qu'à Tidjé, la femme tidjéenne participe au développement du débat, même si elle n'est pas encore décisionnaire, je tiens à le dire, mais elle participe au développement du débat. Et ça, c'est quelque chose que j'exhorte nos sœurs, nos petites sœurs, nos enfants, à continuer à le perpétuer et à continuer à aller de l'avant par rapport à ça. Et effectivement, parce que, comme disait Abou Chabi, nous ne sommes pas encore arrivés à Madame Chen, à Madame Messawa. On n'en est pas encore là. Donc, il faut continuer à ce que nos enfants puissent aller dans les grandes écoles, à ce que nos enfants puissent être diplômés, à ce que nos enfants n'ayons pas peur de dire les mots, que nos enfants n'aient pas peur du Mzungu, comme nous on a pu avoir peur de ça, mais qu'elles savent qu'elles sont aussi partie prenante de l'avenir de notre pays, de nos villages. Même si je vais peut-être heurter quelques-uns, j'entends par-ci et par-là de nos pères, nos maris, nos frères, des fois nous dire que nous sommes devenus des Ndjomba. Mais posons-nous la question, est-ce que c'est pas pour nous museler qu'ils nous disent ça? L'autre question qu'on peut se poser, l'autre question que nous pouvons nous poser, si nous occupons cette place de Ndjomba, est-ce que c'est pas parce qu'elle est vacante? Donc, je ne veux pas provoquer une polémique, mais on doit se poser des questions par rapport à tous ces thèmes-là, comme a dit ma grande sœur Sania, sur la place de l'homme dans le foyer et sur la place de la femme dans la société. Merci. J'espère pouvoir respecter le temps. Je voudrais juste réagir à ce qui vient d'être dit. Alors, premièrement, par rapport à la place de la femme comorienne, j'ai aussi lu cet article-là et je ne vais pas forcément être d'accord. Enfin, quand je l'ai lu, je n'étais pas forcément d'accord avec ce qu'il disait parce que, en fait, cet article disait que, il parlait de la société matrilinéaire, donc pas matriarcale, c'est-à-dire c'est pas les femmes qui font la loi, mais matrilinéaire. Ce sont les femmes qui transmettent. Qui transmettent quoi? La maison, le temple. Et pour moi, ce que cet article faisait ressortir, c'est quoi? C'est que le fait que la femme hérite de la maison, que son père construit sa maison, qu'elle soit mariée et que ça permet de faire en sorte qu'en cas de divorce, elle ne soit pas à la rue, donc pas livrée à elle-même,
pour moi, c'était caractéristique, encore une fois, d'une peur. On a peur que la femme soit livrée à elle-même. Et moi, ça me fait beaucoup penser, cette image-là de la femme qui est livrée à elle-même, ça me fait penser à ce qu'on disait de certaines étudiantes, quand je suis arrivée en France pour faire mes études, certaines étudiantes qui prenaient une chambre étudiante pour vivre seules, parce qu'elles avaient envie de se découvrir, de savoir qui elles étaient. On disait, oh tu sais, de toute façon, dès qu'une femme prend une chambre d'étudiante, ça devient la chambre de tout le monde. Tous les hommes passent par là. Donc déjà ça, c'était gênant. Deuxième chose, le fait qu'on transmette ce temple-là à la femme, pour moi, c'est comme si ça sonnait pour moi comme une assignation à domicile, en fait. C'est ta maison, c'est ton temple, tu dois en être la gardienne. Et la troisième gêne que j'avais, c'est la peur que nous avons. C'est la peur que nous avons de toute femme qui tient debout toute seule. Une femme divorcée, une femme qui élève seule ses enfants, ou qui n'a pas d'enfants de toute manière, est perçue chez nous comme on a dit récemment d'une amie à moi qui n'a pas d'enfant, qui n'est pas mariée, qu'elle allait mourir, qu'elle allait mourir comme un rat en fait, dans son trou. Parce qu'elle était seule, parce qu'elle n'avait personne à qui transmettre quoi que ce soit. Et moi, s'il y a une dérive, si on dit, après il faut définir ce que c'est qu'une dérive, mais s'il y a une dérive dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'émancipation, c'est un terme qui englobe beaucoup de choses, s'il y a une dérive, elle se trouverait plutôt là. Est-ce que nous avons la force de nous regarder en face et d'assumer la manière dont nous percevons, dont nous représentons la femme dans notre esprit déjà, et dont nous percevons les femmes qui décident de ne pas... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La manière de regarder les femmes qui décident de ne pas correspondre à ce schéma-là, en fait, qui décident de construire leur propre schéma. Il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre, et donc je pense que c'est là le problème. Est-ce que nous avons la force de regarder ça en face, de nous remettre en question, et de cesser de nous juger pour regarder un petit peu ce que nous avons comme tard, comme manquement, plutôt que de vouloir sauvegarder une maman symbolique à tout prix. En fait, moi, c'est ce que ça me renvoie comme image. C'est l'image d'un enfant qui a peur de perdre sa maman symbolique et qui a peur, comme disait le professeur l'imam Bajrafil, qui disait qu'on a peur en fait de s'élancer comme l'oiseau. On a peur de ça. Et l'oiseau a peur en fait quand il veut s'envoler. Mais à un moment donné, on finit par le pousser. Et je pense que c'est ce mouvement-là qui nous manque en fait. On a peur de pousser. Et les femmes émancipées, à un moment donné, quand elles se disent émancipées, à un moment ou à un autre de leur vie, on leur rappelle toujours « Fais gaffe parce que tu es une femme quand même. Hein. N'oublie pas que tu es une femme. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura plein de poids il y a énormément de poids qui doivent peser sur tes épaules. N'oublie pas de les porter. Alors que ce n'est pas... pour moi, ce n'est pas la définition de ce que c'est. Et de ce que c'est que l'émancipation, de ce que c'est que la quête de liberté. Et pour évoquer, je finirai par là, je finirai par évoquer un verset, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dieu ne fait pas porter à une âme, c'est comme ça qu'on l'a traduit, Dieu ne fait pas porter à une âme un poids qu'elle ne peut pas porter. Et je pense qu'il serait temps peut-être de réinterpréter ça, de réfléchir sur ça et de se demander si ça ne voudrait pas plutôt dire que nous ne portons que notre propre poids, c'est-à-dire que nous ne portons pas le poids que nous mettons que l'on nous met sur les épaules en nous disant c'est ton poids, tu es capable de le porter, Dieu l'a dit, mais plutôt que nous portons la responsabilité de nous-mêmes en tant qu'individus. Je pense que c'est là en fait qu'il y a dérive, c'est à partir du moment où on a du mal avec cette réalité-là. Voilà. Pour moi, l'émancipation, déjà, ça me pose une question parce que je me dis, quand on parle d'un homme, on se dit pas qu'il y a un souci parce qu'il est émancipé. Parce que de fait, il est émancipé. Donc déjà, moi, ça coince un peu. Parce que forcément, homme ou femme, on doit être émancipé. Je n'imagine pas, moi, en tant que femme, ne pas être émancipée. Ça ne me vient même pas à l'esprit. Mon enfant qui est fille, je n'imagine même pas ne pas être émancipé. De la même manière que mon garçon, je n'imagine pas ne pas être émancipé. Pour moi, du fait d'être déjà né sur Terre et être là en tant qu'homme et comme femme, on est forcément des êtres libres et émancipés.
Donc l'émancipation pour moi c'est quelque chose qui résonne très fortement, qui fait partie de mon être, même de mon ADN. Je combats la liberté de la femme. Pour moi c'est quelque chose d'essentiel. Pourquoi? Parce qu'une femme libre, ça permet aussi d'avoir en face de soi un homme libre, un homme émancipé peut être... Une femme émancipée va amener également un homme émancipé. Parce que ça permet à une femme, une fois qu'elle est libre, qu'elle s'assume financièrement, qu'elle assume, qu'elle invente sa vie, c'est quelque chose que je trouve très important, de pouvoir s'inventer sa vie, faire de sa vie ce qu'on a choisi d'être et non pas ce que la société ou une famille nous oblige à faire. De la même manière que pour un homme, il faut pouvoir aussi avoir devant soi un homme qui s'invente, qui devient l'homme qu'il a envie d'être et pas seulement l'homme d'une société ou l'homme que la famille a besoin qu'il soit. Donc l'émancipation de la femme va de pair avec l'émancipation de l'homme à ce niveau-là. On n'est pas émancipé parce que l'homme n'est pas émancipé, qu'il y a quelque chose qu'il faut absolument comprendre ça. Si on devait comprendre une chose, c'est que dans les deux cas, une femme est émancipée lorsque l'homme est émancipé. Pourquoi la femme est émancipée? Parce que l'homme ne l'est pas. L'homme, enfin, quand on réfléchit à beaucoup, notamment dans la société comorienne, l'homme est énormément tenu par la tradition, par la famille, par toutes ces obligations qui pèsent sur ses poids. Donc d'aider la famille, d'aider les sœurs, il y a tout un poids sur lui qui forcément après rejaillit sur la femme. Donc l'émancipation pour moi, je me considère comme une femme émancipée, ça va de soi qu'un homme doit être également émancipé. Donc dérive, je ne vois pas de dérive parce que l'émancipation doit être totale. On est soit libre, soit on ne l'est pas. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qu'on doit chercher dans toute une vie. Quelles que soient les difficultés, donc autant pour un homme que pour une femme, les difficultés qu'on peut avoir à faire, on doit chercher dans toute la vie à être libre par rapport à une société et libre par rapport à soi pour se définir et pour s'inventer en tant qu'individu, une personne qui va apporter ça, on a tous une pierre à apporter dans la société, donc on doit le faire de manière assez juste, assez réfléchie, à se demander systématiquement, quand on est femme ou homme, qu'est-ce qu'on peut apporter dans la société en tant qu'être libre, mais on peut apporter quoi que ce soit qu'en étant libre et éveillé, en tant que citoyen libre et éveillé, et pas forcément un citoyen soumis à une tradition, notamment quand on n'essaie pas de comprendre la tradition, quand la tradition est très pesante sur le poids des individus. Voilà, je pense avoir fini dans les 5 minutes. Je pense que l'émancipation de la femme au Comores s'améliore considérablement, parce que vous savez très bien que avant, la femme comorienne a été marginalisée dans la société. Elle n'avait pas le droit de prendre la parole en public, de s'exprimer bien sûr. Donc voilà, c'était comme ça. Et aujourd'hui, on voit très bien que cette femme, la femme comorienne, exerce comme professeur, exerce comme maire, exerce comme députée aux Comores. Donc, elle occupe des fonctions importantes dans notre pays. Donc là, quand même, c'est une preuve qui est concrète et qui montre que c'est vrai, la femme comorienne n'est pas toujours envoyée à son statut de femme. Donc il y a quand même cette espèce d'évolution qui s'observe même dans la littérature, parce qu'on voit très bien, moi je viens de lire un roman comorien d'expression française, écrit par Dina Suir, dont le personnage principal est une femme, Manaouri. Donc Manaouri, c'est le personnage principal. Donc c'est une chose aussi rare qui ne s'observait pas dans la littérature comorienne, parce que dans ce roman-là qui s'intitule Kossa, Manaouri se trouve dans l'obligation de se libérer de ses contraintes familiales pour incarner l'émancipation de la femme. Donc voilà, donc comme j'ai dit tout à l'heure, elle a brisé le carcan familial. Donc on voit également aujourd'hui aux Comores des écrivaines comme Toufat, comme Coralie Frey, qui sont aujourd'hui des porte-paroles
de la littérature ou de la femme comorienne. Donc, il faut voir vraiment ce côté-là, que l'émancipation de la femme comorienne aux Comores a connu quand même, ou connaît une évolution importante, même si dans certains romans, ou par exemple dans un roman de Mohamed Touairi, la femme est attribuée, il a attribué, l'auteur, je parle de Mohamed Touairi, il a attribué un aspect négatif ou une image négative à la femme, mais cela ne nous empêche pas, bien sûr, de dire peut-être Toufati va développer cet argument. En tout cas, cela ne nous empêche pas de dire que la femme comorienne est toujours marginalisée dans la société. Non. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Arrêtez de parler, s'il vous plaît. Elle s'exprime. Mais bon, quand on a imam, il y a deux soi-disant voilà, je vous remercie. Merci, Abdoujoua. Je pense être à moitié d'accord avec ce qui a été dit dans ce second panel. La question de l'émancipation de la femme est une question qui très rarement est abordée de manière apaisée. C'est notre cas aujourd'hui, mais vous comprendrez qu'il s'agit quand même d'une lutte de pouvoir, et que quand on parle de lutte de pouvoir, il y a à la fois des sentiments qui se mêlent à la raison, et finalement la raison finit par devenir déraison, et c'est passionné et c'est très compliqué. Raison pour laquelle aujourd'hui je vais essayer très brièvement de dire deux petites choses. La première, c'est que alors, faut à chaque fois mettre des guillemets dans ce qu'on dit, parce que comme mon frère Abdou Johar, le docteur Johar, dit que la femme comorienne est devenue pour la première fois dans la littérature personnage principal, ce n'est pas à lui que j'apprendrai que beaucoup de nos contes qu'on nous racontait avaient pour personnage principal Nourul Huda, qui nous faisait rêver dans nos contes que l'on nous racontait. Et il n'y a pas plus ancienne littérature que le conte, si on met de côté Homère, qui est considéré comme mère de toute la littérature. Donc c'est problématique de voir les choses de cette manière, parce que cela voudrait dire que la société comorienne serait intrinsèquement misogyne, anti-féminine, etc., etc. Ce qui, je pense, n'est pas vrai, pour plusieurs raisons. L'histoire le démontre. Nous avons des poétesses que nos pères et oncles dans leur discours et autres tâches de griot se délectent en citant Majam, mais vous avez également la grande dame qui a été reine de Moélie. On parle de l'île de Djoumbé Fatima, à un moment sans doute où dans le monde ces choses-là n'étaient pas imaginables. Je vais être un peu en désaccord avec ce qu'a dit ma sœur Toufat Mortar lorsqu'elle parle de manière un peu dédaigneuse de la matrilinéarité et surtout du fait que la femme hérite de la maison, des champs, bref, du foncier. Je pense que sur le plan sociologique, on ne peut pas négliger cela. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où, que nous le veuillons ou non, la reproduction des classes, et c'est pas seulement propre à la France, est quelque chose de très courant. L'enfant de l'ouvrier, généralement, devient ouvrier. C'est Bourdieu qui l'a, de manière très brillante, démontré. Ce qui fait que d'ailleurs, que les enfants qui sont nés de parents intellectuels, on les appelle des héritiers. Donc aujourd'hui, ceux qui réussissent, les Toufat et les Toufat Mourtar, le docteur Mourtar, est-ce que des Toufat Mourtar, il y en a beaucoup? L'endroit dans lequel on est, je pense qu'il faut avoir la modestie de reconnaître que quelque part, nous sommes souvent le produit de ce que nous avons hérité comme environnement, comme parents, etc. Et que
c'est un déterminisme qui n'est pas, j'ai envie de dire, fatal, au sens où on peut y échapper, on peut échapper à son destin, mais ce n'est pas donné à tout le monde de le faire. Donc que la femme comorienne parte avec des acquis, c'est au contraire quelque chose à encourager et pas à négliger. Ce qui me pousse à dire la chose qui suit, il faut regarder encore une fois, pour parler concret, dans les traditions comoriennes, ce qui ne cadre pas avec les réalités qui sont celles du monde dans lequel on vit, et le mettre de côté, et conserver ce que l'on pourrait appeler les acquis sociaux ou sociétaux. Cela n'est pas, c'est pas une tare que de naître avec quelque chose, parce que si on est sans héritage, on n'a pas le même démarrage dans la vie. Vous savez, nous avons tous été étudiants ici, et beaucoup d'entre vous l'ont été, ou même nos parents que vous êtes. Quand on va à l'université et qu'on n'a pas de bourse, et qu'on nous demande d'aller acheter un bouquin, ou que l'on fait référence à des musées auxquels on n'a jamais eu accès parce que n'ayant pas les moyens, on se retrouve devant des inégalités de fait. Et ces inégalités-là nous accompagnent, déterminent notre manière à nous d'être, notre futur. Vous savez qu'aujourd'hui, ne serait-ce qu'en termes de résultats, quand vous vous éloignez de Paris, on est à Sarcelles, prenez un élève de 3e de Sarcelles et comparez-le à un élève de 3e qui est à Henri IV. C'est entre le ciel et la terre. Il y a une vidéo que je vous recommande de regarder, une élève de Grigny qui avait 18 de moyenne et qui a été admise en Henri IV. Elle est passée de 18 à Grigny à 3 en Henri IV. Parce que ce n'est pas le même niveau. Et pourtant nous sommes censés vivre dans la République, dont la devise est liberté, égalité et fraternité. Mais on sait très bien qu'il y a des inégalités sociales qu'il faut de toute manière travailler à corriger. Donc si on dit que la femme comorienne hérite de quelque chose, qu'elle est dépositaire de quelque chose, il ne faut pas travailler à le lui enlever, mais au contraire à consolider cela et à chercher à lui reconnaître davantage de droits. Et j'ai envie de vous dire, mesdames, vous qui êtes nos mamans, nos sœurs, nos femmes, nos filles, dans la vie, rien n'est donné gratuitement, tout s'arrache. Le pouvoir que les hommes détiennent, qu'ils vous confisquent, ils ne vous le donneront jamais paisiblement. Tout s'obtient, c'est un combat, disait De Gaulle, la vie est un combat, et tout s'obtient à la lutte. Vous savez, il y a cette phrase de Diderot dans l'encyclopédie qui disait « Aucun n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres, la liberté est un présent du ciel et tout individu de la même espèce doit en jouir sitôt qu'il jouit de la raison. » Et, continue-t-il, s'il y avait une autorité naturelle, ce serait l'autorité du père, sauf que celle-ci s'arrête au moment où les enfants sont en mesure de se conduire tout seuls. Donc la femme, encore une fois, ne va pas recevoir de l'homme, j'ai envie de dire, tout le pouvoir qu'il faut. Non, moi ce qui m'embête, pour m'arrêter là-dessus, c'est quand ces luttes qui sont des luttes sociétales, anthropologiques, sont, comment dire, couvertes ou plutôt ornementées par une sauce religieuse. C'est là où nous autres devons nous lever et dire stop. La religion, comme je vous ai dit tout à l'heure, en tout cas la religion musulmane, n'a pas assigné un rôle à la femme plus qu'à l'homme. La femme n'est pas réservée à des tâches qui seraient interdites à l'homme. Je m'arrêterai là-dessus pour vous dire que quand vous regardez la manière dont on parle d'Adam et d'Ève au paradis, dans le Coran et dans les autres livres, je vous invite à faire ce comparatif-là. Vous vous apercevrez très facilement que, autant dans les autres religions, la femme incarne le rôle de la tentatrice. En islam, la femme et l'homme reçoivent de Dieu les mêmes injonctions. On a dit à Adam et à Ève de vivre au paradis.
Mangez-y ce que vous y trouverez bon. Et ne vous approchez pas de cet arbre de peur que vous fassiez partie des injustes. Et Dieu dit, Dieu les a fait glisser. Alors que dans d'autres traditions, on dit que le diable a été tenté. La femme qui, elle, ensuite a été voir l'homme, et il serait dit à partir de là que la femme, pour avoir été tentée l'homme, allait accoucher dans la douleur et allait être assujettie à l'homme. Ça n'existe pas en islam. Et pour cette raison, je vais vous le dire ici, haut et fort, et de manière solennelle, il y a eu un détournement de l'islam par une vision machiste et anthropologiquement arabo, je ne sais quoi, qui a détourné le sujet de la femme en islam. Le prophète est venu, il nous a dit quoi? Il nous a dit, soyez équitables, égaux, quand vous donnez quelque chose à vos enfants, donnez-leur la même chose. Et il dit, et si je devais faire passer quelqu'un avant d'autres personnes, j'aurais fait passer les femmes avant les hommes. Sauf que nous avons inversé la chose. Donc aujourd'hui, chers amis, moi je vois beaucoup de jeunes filles qui viennent me voir et qui me disent la religion musulmane, on veut la quitter parce qu'elle nous confisque le droit de... Non. Regardez vos cultures et laissez la religion musulmane de côté. L'islam n'a pas demandé à ce que la femme soit une Conchita, que la femme fasse je ne sais quoi. C'est les sociétés qui font de la femme ce qu'elle devient. Ça ne veut pas dire, encore une fois, et c'est très important à dire, je ne demande pas que vous, femmes comoriennes, franco-comorienne, vous abandonniez votre part de comorienneté. Vous êtes les deux. Il a été rappelé ici que nous jouissions d'un melting pot culturel. Nous sommes, et c'est une chance pour nous, africains, arabes. Il y a une thèse de doctorat qui a été soutenue en 2003 par un monsieur qui s'appelle Jacques Chiaroni, qui dit que les Comoriens de Marseille sont à plus de 30% arabes, de par leur gène. Donc nous avons une grosse part d'arabité, une grosse part d'africanité, une grosse part d'indiennité, parce qu'il y a aussi des Indiens parmi nous. Nous avons du sang indien, nous avons même du sang portugais. Il y a des tombeaux du côté du Ouachili, du nord de la Grande Comore, où on voit que c'est des Européens qui étaient enterrés. Nous avons des Bantous. Tout cela fait la société comorienne. Nous sommes donc une société de mélange. Et j'ai envie de dire, toutes les sociétés humaines sont ainsi. Mais on ne veut pas l'admettre, on pense être pur. Il y a un test même que je vous conseillerais. Nous sommes tous qui sommes là. Il y a un test qui se fait gratuitement, on ne paye peut-être pas grand-chose, pour deviner quelles sont les composantes socio-culturelles, anthropologico-génétiques qui constituent la personne. Mais vous allez être surpris, vous allez découvrir que vous avez des origines auxquelles vous n'avez jamais pensé. Parce que nous ne savons pas exactement d'où viennent nos arrière-parents, qui eux doivent venir de je ne sais où. Bref, tout ce qui nous réunit, nous sommes des enfants d'Adam et Ève. C'est la chose qui nous réunit. Tout le reste, l'islam est venu nous le rappeler, et qu'il n'y a pas lieu de se sentir mieux que je ne sais qui. Le meilleur aux yeux de Dieu d'entre vous, c'est le plus pieux. Donc, s'il vous plaît, ne rejetons pas notre comorienneté. La femme comorienne a beaucoup de pouvoir, certainement plus que beaucoup parmi les femmes qui prétendent aujourd'hui appeler à je ne sais quoi. Je sais qu'elle a plus de pouvoir que la femme française traditionnelle ici. Il n'y a pas photo, et je mets au défi quiconque va me démontrer le contraire. Jusqu'à pas très longtemps, jusqu'en 1965, ici, la femme n'avait pas le droit d'avoir un chéquier en France. Attention, aux Comores, c'était déjà obtenu depuis Mathusalem. C'est vrai qu'il y a des pans qu'il reste à conquérir, le pan de la place publique, même si nous avions ce qu'on appelle le Djaliko Mabélé, les femmes qui avaient également leur Djaliko le soir. Donc il y a beaucoup de choses quand même qui doivent être étudiées. Je m'arrête vraiment sur une anecdote que j'ai vue une jeune comorienne venir me raconter dans un colloque qui a eu lieu à Paris 7 dernièrement. Elle est venue me dire que
même la pratique de la religion, la femme est mise de côté, il n'y a pas de mosquée pour les femmes. Je lui dis, écoute, depuis quand tu es partie des Comores? Elle me dit, oui, mais c'est le procès d'infantilisation. Je lui dis, aux Comores, il y a des mosquées spéciales pour femmes, qu'on appelle des mbouni. Si tu ne sais pas, avant de parler, renseigne-toi. Elle me dit, non. Je lui dis, écoute, contre-toi contre le mur, si ça te plaît, mais ça existe. Je lui dis, moi, je suis né juste à côté d'un Mbouni. Mon père est de Bandari, vous qui êtes de Tigé. Et le Mbouni du Bandari, il est là. Il y avait le Mbouni de Coco Dam ou Coco... Coco Toum, la maman de feu, notre père Mohamed Saïd, Allah arhamhu. Et il y avait des mbounis comme ça qui dépendaient, qui étaient liés directement aux Zawiya. Et venir dire que la femme a été mise de côté dans ces domaines-là, c'est pas être honnête, tout n'est pas rose, il y a des combats à mener. Et ça, je vous le dis encore, vous qui êtes les femmes, on ne va pas vous les donner gratuitement, tout s'arrache et faites-le, Inch'Allah, on vous aidera.